Bienvenue dans ce journal du 29 avril 2023 à la une de l'actualité. Voies de contournement, lamentation et rincement de dents et des populations qui apprécient l'initiative mais regrettent l'impact du projet sur le vécu du quotidien. Alassane Ouattara à Libreville pour une visite d'amitié avec son homologue Ali Bongo Ondimba, les questions bilatérales et multilatérales largement abordées par les deux chefs de l'État. Les détails dans ce journal. Et enfin, les tirailleurs sénégalais rentrent au bercail, fini les longs séjours en France pour percevoir leur pension. On débute tout de suite ce journal par un sujet sociétal, mais pas des moindres. La voie de contournement de l'aéroport de Libreville, les travaux qui ont débuté le 2 décembre dernier et qui ont contribué à la démolition de plusieurs infrastructures, continuent de susciter les réactions de la part des riverains qui sont impactés par ce projet. Le constat avec Modeste Bazangoy. L'immersion sur les traces des travaux de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville, projet réalisé par l'État gabonais avec son partenaire GSS Gabon, qui serait un avantage au développement. Quand j'analyse, ce n'est pas une priorité économique, c'est d'autres raisons qui ont amené à ce que la voie soit faite. Parce que 6 km, en réalité, ça va débouchonner combien? Parce qu'après ces 6 km, au dispensaire qu'on a cassé, c'est-à-dire qu'on n'a pas des hôpitaux, ou on n'en construit pas des hôpitaux de proximité. On ressort sur les petites voies. Si certains louent l'initiative, d'autres déplorent les casses qui ont impacté le seul dispensaire qui couvrait cette zone nord de Libreville. Ce qu'on déplore ici, c'est le dispensaire. Quand on a cassé le dispensaire sans mesure d'accompagnement, donc les mamans vont où? Elles vont où avec les enfants pour aller faire les vaccinations? On a entendu que c'était Sisiba. Après Sisiba, il y a eu rien encore. Donc les autres parlent d'Entoum. Quand c'est Entoum, ce n'est plus Libreville. Les mères de Dokala, tout à Kanda venaient se soigner ici. Les mamans venaient ici avec les bébés pour venir faire les vaccins. Mais maintenant, il n'y a pas de dispensaire. Ben, elles vont où? Les populations se voient désormais obligées de parcourir des kilomètres pour bénéficier des premiers soins. Et ça nous fait mal et ça nous fait souffrir parce que c'était un dispensaire. Les gens venaient d'Alibandin, de Lu, d'Awenje. Ça aidait beaucoup la population, que ce soit les femmes qui accouchent, les consultations simples, les gynécologues. Il y avait les bons gynécologues, les pédiatres pour les enfants. C'était vraiment merveilleux, mais comme notre pays est comme ça. Depuis le début du mois de décembre, les engins s'activent sur le terrain pour aplanir le chantier de la voie de contournement qui permettra de désengorger cette partie de la capitale. Sortie cet après-midi de l'association Moine Ombo à Libreville qui signifie en langue française l'enfant unique. Cette sortie avait pour but de présenter au public les actions futures que cette association attend mener à court, moyen et long terme. Les détails avec Carmen Eyegui. Être unis et solidaires, c'est l'objectif visé par l'association Moine Bombo, qui réunit les fils et filles de 4 villages de la province de Wellington. Le but de l'association, c'est c'est les entraides. En un mot, apporter le soutien à tous les ressortissants de notre regroupement de villages. Pour certains membres de l'association, il est important d'être unis aujourd'hui et de regarder dans la même direction. Comme dit un adage, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il est bon que l'on soit ensemble, il est bon que l'on soit unis et il est bon qu'on regarde aux mêmes objectifs. Les objectifs de l'association, c'est donc l'harmonie des ressortissants des regroupements du village et l'association prône pour le développement de ces regroupements de villages. L'association fait un bon nombre de chemins et se construit au fur et à mesure pour atteindre tous les objectifs. Nous avons un projet d'aller de plus en plus au-delà. Donc pour le moment, les gens s'intègrent jour après jour. Donc je vous assure que c'est une association. Pour le moment, nous avons la difficulté de donner le nom des personnes qui vont arriver. L'association Moine Bombo, qui regroupe les villages Ambeng, Abouna, Alem et Essong, compte se structurer et mieux s'organiser pour perdurer dans le temps en offrant un héritage aux générations futures. Le reportage était justement signé de Lorraine Biyeki.
Le futur candidat à la présidentielle de 2023, Bertrand Zibi Abagué, a tenu sa conférence de presse cet après-midi au siège Gabon d'abord. Ce dernier a présenté son projet de société tout en mettant l'accent sur les forces de sécurité et de défense quant à leurs droits. Regardons. Nos armées. Dans cette salle, puisque nous nous connaissons tous, j'ai repéré 2-3 agents des services spéciaux. Je ne vais pas les dénoncer, ils sont des Gabonais. Mais je vais m'adresser à vous. Vous me connaissez, je vous connais. Vous êtes militaires, avez donc fait le sacerdoce de défendre la République gabonaise. Vous êtes comme nous, je dirais même vous pire que nous, les mal logés. Mais pourtant, c'est vous qui êtes à la manœuvre pour nous taper à chacune de nos manifestations. Lorsqu'on regarde vos casernes, elles ressemblent à tout, mais sauf à des habitats où peuvent vivre des êtres humains. C'est pourquoi la toute première décision que je vais prendre, elle sera de réconcilier l'armée gabonaise avec son peuple. C'est pourquoi l'État que je dirigerai sera le garant des crédits bancaires qui vous seront accordés. Amen. Pour que, ces crédits ne serviront qu'à une seule et unique chose. Vous puissiez construire vos maisons, pour vos familles. C'est ainsi que l'obligation sera faite à chaque militaire gabonais d'avoir une maison. Garde républicaine, armée, gendarmerie, police, sécurité pénitentiaire, eaux et forêts et annexes, et j'en passe. Et en tant que futur chef suprême des armées, j'y veillerai personnellement. La répartition des crédits est la suivante. Soldats, de 0V à soldats, 20 millions de francs. Sous-officiers, 30 millions. Officiers, 40 millions. Officiers supérieurs, 50 millions. Mais attention, cet argent ne vous sera pas du tout remis en numéraire. Vos états-majors, vos chefs de corps, une fois l'État se porte garant auprès d'une banque, nous vous fournirons du matériel. Ces travaux seront suivis à la lettre, au risque du plus grand, comment on va dire ça, à la plus grande radiation. Vous avez pris du matériel, vous l'avez revendu à quelqu'un, au voisin, vous êtes immédiatement radié. Et c'est sans état d'âme. Je ne vous donnerai pas le galon de campagne qui est une véritable moquerie. Je ne vous donnerai pas la petite prime de 50 000 pour mater le peuple gabonais, mais vous allez bâtir vos maisons pour y habiter. Et sécuriser le peuple gabonais. La deuxième mesure ne sera plus taximan au Gabon que des Gabonais de père. La troisième proposition est la plus importante à mes yeux. Les Gabonais et les Gabonaises seront prioritairement les propriétaires des étables box dans les marchés du Gabon.
français facile, ça veut dire ceci. Aujourd'hui, à Momboué, sur 10 commerçants de Momboué, 9 sont étrangères. La Gabonaise est réduite à vendre la tomate par terre. Et même cette tomate, elle est traquée quotidiennement dans sa chair. Mais je vous dis, dans aucun pays du monde, cela ne se voit, même pas aux États-Unis, dont j'ai la double nationalité. Donc, lorsque je vais arriver, et nous y allons arriver, la tendance de nos sœurs est de prendre à bras le corps dorénavant ces espaces commerciaux qui, Momboué, tenez-vous bien, génèrent 3 à 4 milliards par jour. La part qui est réservée aux Gabonaises, elle n'atteint pas 10 millions. Parce que nous vendons quoi à Momboué? Des tomates, des mangues, un peu de piment, le folon, quelques salades. Cela, je peux vous le dire, cela, au soir de l'élection du 31, prendra fin. Les propos tenus par Bertrand Zibi ont suscité la réaction du public qui était au rendez-vous. Le point de vue des uns et des autres dans ce reportage signé de Jessica Anjoua. Des acclamations y ont répondu présents, disons tous, derrière Bertrand Zibi à Bégué, avec une très grande attention face aux propositions et aux idéologies du futur candidat à l'élection présidentielle 2023. J'ai entendu quelques discours, ça rentre dans le cadre de vie de notre génération qui viendra. Donc je souhaite que le pays soit renouvelé et puis éveillé. Il faut qu'on trouve le réveil dans le pays. Moi, je veux seulement le changement. Il faut changer complètement. Il faudrait bien que les choses se passent d'une façon normale. Il faudrait bien qu'il y ait l'alternance. Si seulement si le peuple peut le soutenir, bien sûr. Le Gabon doit prospérer. Il faudrait bien qu'il y ait des changements. Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, le peuple souffre aujourd'hui. Si seulement si quelqu'un nous amène un petit peu plus, ce serait une bonne chose. Des réactions diverses pour les sympathisants venus assister à cette causerie politique. Le message est clair, Gabon d'abord. Je me retrouve dans tout ce qu'il a dit, parce que tout ce qu'il a souligné, c'est ça la réalité. Nous voulons un changement, et si le changement doit passer par les points qui ont été soulignés, je pense que les Gabonais se retrouvent sur ces points qui ont été soulignés. L'un des points le plus abordé, c'est le logement de nos frères des forces de sécurité. Nous constatons tout simplement qu'il a donné, lui, c'est ce qu'il veut faire. Lorsqu'il sera au pouvoir, les conditions de travail déjà de nos forces de sécurité, les conditions de logement. Donc, tout Gabonais ne peut que se retrouver. La prise de conscience, l'esprit de patriotisme en vue d'une participation massive à l'élection présidentielle, ils sont arrivés à apporter leur soutien multiforme. Un discours pris en compte avec l'appui des encouragements des uns et des autres. Alassane Ouattara, depuis cet après-midi au Gabon, le président ivoirien est arrivé à l'aéroport international Léon Mba de Libreville où il a été reçu très chaleureusement par ses compatriotes. Jessica Anjoua. Un accueil chaleureux était réservé au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à l'aéroport international. Ils sont nombreux, arrivés des 4 coins de la capitale gabonaise. Ici, la joie est immense. Nous sommes là ici pour l'accueil de notre président. Voilà, parce que c'est notre président, c'est celui qui a mouillé beaucoup le maillot pour notre nation. Et nous sommes fiers de venir l'accueillir à l'aéroport, lui prouver l'amour que nous ressentons pour lui. Et nous sommes là pour ça parce que c'est le premier président de l'Afrique noire qui est Kinda
Voilà, il frappe fort, c'est le guépard, il va très vite. Notre président, il n'avait que 2 mandats seulement, il est rentré seulement dans son 3e mandat. Mais aujourd'hui, il a transformé. Vous voyez sur la pancarte ce que les dames ont écrit. On dit le mécanisme du pays, le bâtisseur, le choix du peuple. Donc ça n'a pas besoin de commentaires. Donc déjà, ça veut tout dire. On a eu un président. Ce que nous demandons à notre cher Ivoirien, de soutenir le président Alassane Ouattara jusqu'à dans la roulette. Je suis très heureux pour l'accueil chaleureux et nous voulons dire au monsieur le président que nous sommes fiers de lui. Nous lui remercions pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et nous sommes de cœur avec lui. La diaspora ivoirienne a massivement effectué le déplacement hommes, femmes, enfants, des danses folkloriques, tous aux couleurs de la Côte d'Ivoire, l'orange, le blanc et le vert. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie parce que c'est une occasion pour nous aujourd'hui de rentrer en contact direct avec notre président. Depuis le Covid-19, nous avons été empêchés plusieurs fois de venir accueillir notre président de sorte. Actuellement, le président fait une visite d'État. Et une visite d'État, quand on dit l'État, l'État c'est tout le monde. Et tous les partis politiques sont représentés ici, comme vous voyez la population actuellement. L'arrivée du président Alassane Ouattara s'effectue après une longue période de crise sanitaire liée au coronavirus. C'est donc un sentiment immense de bonheur qui anime la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Le président de la République de la Côte d'Ivoire en visite de travail et d'amitié au Gabon. Malgré un agenda chargé, il a tenu à échanger avec la presse nationale et internationale sur non seulement les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, mais aussi sur les crises mondiales qui impactent l'Afrique. Étaient à la présidence de la République au compte de TV+, Alexandre Ombaondo et Gaël Mihindou. Le président ivoirien Alassane Ouattara est en terre gabonaise pour une visite d'amitié et de travail. Comme le veut la tradition, celui-ci a bien voulu rencontrer la presse gabonaise. Plusieurs points ont été évoqués, dont l'excellence des relations entre les deux pays frères. Une visite fraternelle et bien évidemment, cela nous donne l'occasion d'échanger sur les questions relatives à la coopération entre la République gabonaise et la République de Côte d'Ivoire. Et sur ce point, j'ai pu vous dire que les choses se passent bien. D'ailleurs, le président Ali Bongo a tout à l'heure instruit le Premier ministre gabonais d'avoir une séance de travail avec ma délégation pour préciser un certain nombre de points, notamment la prochaine rencontre de la grande commission mixte qui permettra de prendre des décisions sur un certain nombre de dossiers. Le chef de l'État a profité de cette conférence de presse pour féliciter son jeune frère Ali Bongo Ondimba pour son leadership en matière de protection de l'environnement. Mais il faut dire que la chose la plus importante sur laquelle je voudrais insister, c'est la question d'environnement. Et féliciter le président Bongo pour le One Forest Summit qui a donné un éclat particulier aux conséquences de cette situation de pollution générale dans le monde sur le continent et ses conséquences, et en même temps dire à quel point le poumon qui est donc la forêt gabonaise, la forêt équatoriale, contribue à alléger les choses. Et ceci a un prix, et nous sommes tout à fait en accord que tout doit être fait pour que ceci soit reconnu, d'autant plus que nous n'avons rien à voir avec les problèmes de pollution. Face à la crise qui oppose la Russie et l'Ukraine, qui impacte négativement le continent noir, Alassane Ouattara a réaffirmé l'engagement des deux États à protéger leur population sur le plan socio-économique. Et cela étant, ce qui importe pour nous tous, c'est faire en sorte que la population, malgré cette crise à laquelle nous n'avons rien à voir, puisse s'en sortir et que le pouvoir d'achat puisse être amélioré. Ce n'est pas facile quand on a de telles contraintes, mais je suis sûr ici, comme en Côte d'Ivoire, nous faisons le maximum que nous pouvons. Ensuite, l'Afrique est fragile et nous faisons tout pour
essayer de sortir de cette situation difficile. Donc c'est pour dire que nous continuerons de faire ce qu'il faut pour protéger nos populations. Vieille de plusieurs décennies, la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire devrait connaître un nouveau souffle suite au séjour d'Alassane Ouattara. Avec un nombre de ressortissants estimé à plus de 5 000 sur le territoire gabonais, les échanges entre les deux pays demeurent fructueux. Pendant cette conférence de presse, le chef de l'État ivoirien s'est prononcé sur les avancées du dossier du projet de la nouvelle monnaie ouest-africaine. L'éco qui a du mal à progresser suite aux multiples problèmes androgènes et exogènes de la CEDEAO. Les propos recueillis avec Alexandre Mbaondo. La monnaie ouest-africaine qui devra être mise en œuvre. Nous avons des discussions importantes à ce niveau, que ce soit avec les chefs d'État ou la Commission elle-même ou le Conseil des ministres. Évidemment, nous avions fait des progrès pour les convergences. Parce que pour que nous ayons une monnaie commune, il faut que les économies soient convergentes en matière d'inflation, en matière de croissance, en matière de déficit. Et un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, avaient rempli quasiment tous les critères en 2020. Bon, mais évidemment, avec la Covid, tout cela s'est effondré, surtout dans les autres pays qui ont des monnaies à taux de change flexibles. Et ceci a créé des déficits importants, des taux d'inflation donc élevés. Et en raison de tout cela, personnellement, je ne pense pas que l'éco puisse être mise en place avant plusieurs années, parce qu'il faut d'abord cette convergence. Autant cette convergence se fait au niveau des pays de l'Union monétaire ouest-africaine qui ont une monnaie commune, qui ont une bonne discipline budgétaire et des taux d'inflation limités à 10% au maximum pour la plupart, mais cela n'est pas le cas d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait cette convergence et c'est à partir de là que l'éco pourrait être mise en place. Peut-être une solution serait de laisser les pays qui remplissent les critères de mettre en place l'éco en attendant que les autres puissent venir. La recherche d'un climat apaisé entre la diaspora gabonaise et les autorités du pays. Ainsi peut se résumer le point de presse animé hier par le compatriote Belange Ovonemesu et ses amis exilés. Occasion pour celui-ci d'expliquer le bien fondé de sa démarche patriotique. Alexandre Mbando nous en dit plus dans ce reportage. Mettre un terme à l'activisme de division à travers les réseaux sociaux et prendre une part active au processus de développement du Gabon, voilà le leitmotiv de Belange Ovonemesu et ses amis de la diaspora qui souhaitent une réconciliation entre le pouvoir en place et les Gabonais exilés. Nous avons remarqué que durant les 2 derniers mandats du chef de l'État, la diaspora est restée dans les cris sur Internet, la diaspora est restée dans le Trocadéro, mais nous n'avons pas pris le temps de nous mettre en collectif, vu que nous sommes très écoutés, mais de négocier avec les autorités gabonaises. Une recherche du consensus qui obéit à une méthodologie bien précise. Justement, le travail a commencé depuis quelques jours à Angers. Nous avons commencé avec les ressortissants du département du Wolo, mais c'est un mouvement qui va s'étendre à toute la diaspora. Donc toute la France, nous allons avoir des cellules dans toute la France, quasiment, pour expliquer le même processus, les mêmes objectifs. Une initiative a priori soutenue par la notabilité. La politique, en politique, la chaise vide ne paye pas. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de temps depuis 2016. Parce qu'en 2016, si vraiment les deux partis s'étaient assis pour essayer de régler les problèmes du pays, la situation que nous connaissons aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle allait être celle-là. Et pour ce qui est du risque que ce mouvement soit récupéré, le conférencier se veut rassurant. Ce que nous faisons, c'est un objectif patriotique. Ça n'a rien à voir avec l'opposition ou avec le régime en place. On se sent coupable et c'est pour ça qu'il a fallu que ce mouvement naisse quelque part. On se sent coupable, on se dit, on est très écouté sur les réseaux sociaux, mais on ne participe pas en vrai. À titre de rappel, depuis les élections contestées de 2009, il existe une rupture entre les autorités gabonaises
et une certaine diaspora. Après le dialogue national avec la classe politique, la recherche d'un consensus avec la diaspora gabonaise pourrait être la seconde étape vers des élections apaisées. C'est avec sincérité et pragmatique que Belange Ovono-Mesu a invité ses frères et sœurs de la diaspora à la culture de la paix et du consensus. Selon ce dernier, il est temps pour ces intelligences exilées de participer au développement du Gabon. Écoutons. Une diaspora qui crie, une diaspora qui se met sur les réseaux sociaux sans se mettre en collectif pour dialoguer et discuter avec le pouvoir ne peut trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, nous nous mettons ensemble pour pouvoir discuter avec les autorités des problèmes des populations. Voilà un tout petit peu le rendu que je suis venu faire. Et il s'agit aussi de contacter les populations parce que nous avons nos papas, nos mamans qui nous envoient en Europe. Il y aura une sensibilisation là-dessus qui fera en sorte que chacun essaie d'appeler son enfant pour dire que nous ne sommes pas en guerre avec les autorités, mais plutôt nous devons nous mettre en plateforme pour négocier avec nos autorités parce que si nous faisons la tête aux autorités, nous n'obtiendrons jamais rien. Et si nous négocions, comme on nous l'apprend, dans une négociation, on ne peut pas tout obtenir, mais nous aurons quand même pas mal de choses. C'est le but de ma visite à Libreville et à Oyem. Atelier d'échange cet après-midi à American Corner, situé au quartier Glace, sur le métier de manager d'artistes dans le domaine des arts vivants. L'initiative de l'Association des managers et agents des artistes du Gabon vise à promouvoir et professionnaliser ce secteur d'activité. Le compte rendu de Jacques Tougassa et Yembi. S'approprier son artiste. S'approprier, ça veut dire que tu l'étudies, tu l'observes et tu le connais. Le métier de manager et d'agent d'artiste dans le domaine des arts vivants est peu connu au Gabon. C'est tout l'intérêt de l'atelier d'échange d'expériences organisé par l'Association des managers et agents d'artistes du Gabon qui pose ici les premiers jalons de ces activités. Cet échange parce que nous ouvrons la voie en fait aux activités de l'association des managers et agents d'artistes. Et donc étant pionnière dans le métier de management, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être venu pour échanger, interagir et mettre les bases en fait de cette association. Le métier de manager et agents d'artistes sont souvent confondus, raison pour laquelle Magali Wora lève ici l'équivoque. Il y a toujours cette confusion entre les managers et les agents. Pour être prosaïque, banal, je dirais que l'agent, c'est le commercial de l'artiste. Il va aller chercher des dates, des représentations pour l'artiste en contrepartie d'une rémunération. Mais son rôle s'arrête là. Au Gabon, on dit très souvent que c'est les ngombistes. Okay? Mais le rôle du manager est beaucoup plus large parce qu'il travaille à la gestion de la carrière de l'artiste et donc il va couvrir des aspects administratifs, comptables, financiers et même juridiques. Mais il va aussi couvrir des aspects de marketing, c'est-à-dire la gestion de l'image de l'artiste, la gestion tant physique que morale et aussi accompagner l'artiste dans le conseil quotidien. L'Association des managers et agents des artistes du Gabon ambitionne de révolutionner ce métier et donner plus de relief et de visibilité aux acteurs culturels. Les objectifs de cette association sont de veiller à la professionnalisation des managers, des agents d'artistes, des artistes et à soutenir la création artistique. Sans un bon manager, le talent se meurt. Tel était le thème de cet atelier d'échange initié par la MAG qui a vu le jour au Gabon en 2019. À présent, hors de nos frontières, 9 Sénégalais tirailleurs nonagénaires qui ont combattu pour la France, notamment en Indochine et en Algérie, sont arrivés vendredi au Sénégal pour finir leur vie sur leur terre natale, après une longue bataille avec l'administration française pour faire valoir leurs droits. On écoute le récit signé de Sidela Niman. Ils foulent enfin la terre de leurs ancêtres après des années de bataille avec l'administration française. 9 tirailleurs sénégalais sont arrivés à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, accueillis par des applaudissements. Certains souriaient, d'autres pleuraient, tous marqués par l'émotion de rentrer au crépuscule de leur vie dans leur pays d'origine.
Ça va très bien, je me sens bien, vraiment très content. Parce que je remercie aussi la presse parce qu'ils ont contribué de ce qui nous a amené jusqu'ici. Ils ont fait des publicités partout. On est très contents. Ce moment a été rendu possible grâce à une mesure dérogatoire décidée par le gouvernement français qui leur permet de vivre en permanence au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 € par mois. Jusqu'à maintenant, ils étaient contraints de vivre au moins 6 mois en France pour y avoir droit. Une cérémonie pour accueillir les 9 anciens combattants revenus de France a été organisée au palais présidentiel. Pendant l'événement, le président Macky Sall a parlé d'une série d'injustices vécues par les tirailleurs. Nous ne pouvons oublier les pensions inégales, les avancements lents et bloqués, le placement sous les ordres de métropolitains moins gradés, l'impossibilité de commander des troupes non indigènes, les messes séparées, les voyages sur des bateaux différents, entre autres discriminations. Nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires au camp de Thiaroye, le 1er décembre 1944. Hélas, c'est cela aussi l'histoire des tirailleurs. Cette cérémonie est donc un exercice de mémoire en reconnaissance des sacrifices immenses de tous nos anciens combattants pour la défense de la liberté. Ces anciens combattants avaient quitté à l'aube leur studio de 15 mètres carrés dans un foyer à Bondy en région parisienne où ils vivaient depuis des années. C'est une plaie qui était guérie, qui était béante, qui était ouverte depuis avant 14. Et cette plaie-là a été penchée et guérie aujourd'hui même. Le corps français des tirailleurs sénégalais créé sous le Second Empire et dissous dans les années 1960 rassemblait des militaires des anciennes colonies d'Afrique. Le terme a fini par désigner l'ensemble des soldats d'Afrique qui se battaient sous le drapeau français. Après les départs de vendredi, il reste encore en France 28 tirailleurs, tous d'origine sénégalaise, dont plusieurs sont susceptibles de bientôt rentrer définitivement. Toujours hors de nos frontières, environ 100 civils et 40 militaires ont été tués au Togo depuis les premières attaques djihadistes fin 2021 dans le nord de ce pays ouest-africain. C'est ce qu'a affirmé le président Faure Gnassingbé dans une rare interview accordée à la télévision Sidela Niman. Dans une rare interview accordée à une chaîne privée, le président togolais Faure Gnassingbé s'est exprimé à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Il a annoncé que les djihadistes ont fait 140 morts depuis le début de leurs attaques en 2021. Les régions septentrionales du Togo, du Bénin et du Ghana subissent des attaques et des incursions des groupes djihadistes qui prospèrent au Sahel, notamment au Burkina Faso, et qui cherchent à descendre vers le sud. La moitié des civils tués ne sont pas des Togolais, a-t-il souligné, alors qu'au moins 27 000 Burkinabés ont trouvé refuge au Togo ces dernières années. Depuis les années 2000, les pays du Sahel sont confrontés à une insurrection djihadiste. Au cours des dernières années, le Mali et le Burkina Faso ont fait face à des attaques terroristes répétées qui ont tué des milliers et déplacé des centaines de milliers. Faure Gnassingbé a mis l'accent sur les stratégies mises en place par son pays, dont l'opération Kunjoare, lancée en septembre 2018 dans le nord du pays. Face à cela, nous avons mis en place une stratégie sur 3 pieds. La première, naturellement, c'est de nous défendre par les armes, parce que nos hommes sont attaqués, nos hommes sont tués. Et nous avons lancé l'opération Kunjoare, qui a changé de posture. C'était une posture préventive d'abord, après défensive, et maintenant, de temps en temps, nous sommes aussi à l'offensive. Depuis août 2022, ni le gouvernement ni l'armée ne communiquaient plus sur la situation sécuritaire dans le nord du Togo, malgré les demandes répétées de la presse. Face à la menace grandissante, le dirigeant de 56 ans est finalement sorti de son silence. Et c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien. À bientôt.